Je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal. Est-ce que vous avez tous pu prendre? Alexandre nous rejoint. Avez-vous pu prendre connaissance du dossier? C'est bon? Très bien. Je vous propose de faire l'appel. Monsieur Pierre Van den Bogaard, Madame Valérie Castantono, Monsieur Marc Joly, Madame Martine Baconcabi, Monsieur Franck Lambert, Madame Maud Ribera a donné procuration à Monsieur Lambert, Monsieur Alexandre Denko, Monsieur Éric Le Serre m'a donné procuration, Madame Kittril Delbert a donné procuration à Madame Baconcabi, Monsieur Thomas Chardin, Monsieur Jérôme Birpen a donné procuration à Monsieur Chardin, Madame Stéphanie Castandé, Monsieur Gérard Bernard a donné procuration à Madame Cougoureux, Madame Sophie Viedrich, Monsieur André de Poumerac, Madame Brigitte Glise, Madame Isabelle Etcheverry, Monsieur Frédéric Daratz, Madame Élise Cougoureux, Madame Léa R, Monsieur Lionel Camblin a donné procuration à Madame Sylvie Caillot, Madame Marie-Astrid Allaire, Monsieur Christophe Raillard a donné procuration à Madame Allaire, Madame Karine Quinault et Monsieur Jacques Verdier. Très bien. Comme à l'habitude, je vous fais passer la feuille de présence que je vous demanderai de signer. Pour les budgets, on aura également à faire signer des documents ou pas pour la suite? Ok. Très bien. Je vous propose de commencer l'ordre du jour, et notamment la première délibération qui consiste à valider le procès-verbal du conseil municipal du 3 mars dernier. Avez-vous des observations? Et juste avant, je vous propose de nommer Élise Cougoureux comme secrétaire de séance. Avez-vous des remarques, observations par rapport à ce procès-verbal? Non? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, donc il s'agit de la délibération relative au CFU de la commune. Ce que je vous propose, c'est qu'une présentation globale puisse vous être faite, à la fois pour le compte financier unique de la commune, mais également celui du Penon et de la forêt. Et vous verrez par ailleurs que dans la présentation de ces délibérations est également évoquée l'affectation des résultats. Donc on validera bien évidemment l'affectation des résultats après, cependant la présentation se fera conjointement. Parfait. Je vous propose de laisser la parole à M. Van den Bogaard qui va vous présenter donc, en premier lieu le compte financier unique 2024 et les affectations de résultats. Oui, merci, bonsoir tout le monde. Bon, je vais essayer de ne pas trop vous embêter avec des chiffres, surtout qu'en janvier, on a déjà eu un aperçu et le budget que vous allez voir et les réalisations sont très proches de ce qu'on avait prévu à l'époque. Donc, pour le budget de la commune, en fonctionnement en recettes, on a vu qu'il y a eu une augmentation de la fiscalité locale, donc les taxes foncières et taxes d'habitation, de 15,4% en 2004, dû d'un côté à la dynamique des bases foncières de la commune, et bien sûr, c'est la première année où il y a eu l'effet de la majoration du taux de la taxe d'habitation des résidences secondaires. La taxe de séjour, elle, s'est tassée en réalisation par rapport à une très légère baisse par rapport à l'année dernière, et après avoir connu des très fortes augmentations et 12% par rapport à ce qu'on avait, moins 12% par rapport à ce qu'on avait prévu dans le budget pour 2024. Fort ralentissement des droits de mutation, on en a parlé, qui avaient aussi connu une envolée post-Covid et qui ont chuté considérablement en 2024 de 36,2%. Baisse également des dotations, notamment vu que la dotation nationale de péréquation, nous ne sommes plus du tout éligibles en 2024. On a la dotation forfaitaire de solidarité était en légère hausse, mais au total, on a quand même une baisse de près de 5% par rapport à 2024. Et les produits divers, bon, on a une évolution stable des recettes, très très légère hausse, avec quelques produits qu'on pourrait qualifier d'inédits. C'est la première fois qu'on a fait des placements financiers,
qui nous ont rapporté donc placement financier via la Banque de France auprès du Trésor, qui nous ont permis de collecter 59 300 € d'intérêt. On a eu une taxe exceptionnelle sur des terrains devenus constructibles. Donc ça, c'est des terrains qui ne l'étaient pas avant derrière la route de Languillem, qui nous ont rapporté 179 000 €. Et bien sûr, les ventes, le produit finalement des ventes de la FALEP de 6 670 000 € qu'on reversera en investissement. Au point de vue de dépenses, si on prend toutes les dépenses courantes à caractère général, on a connu une augmentation relativement rapide de 10,7% entre 21 et 24. Et même si on a une petite stabilisation de l'inflation à partir de 24, on constate une évolution de ces charges de 13,7%, qui se lie essentiellement d'ailleurs aux services extérieurs, notamment les services extérieurs d'entretien. Comme je l'avais dit, on a dû renégocier le contrat d'entretien avec la société, qui nous ont augmenté le tarif même le mieux-disant était à plus 32,2%, assez forte augmentation des achats pour les petits équipements. On a un patrimoine évolué avec les investissements, on a un patrimoine vieillissant qu'on essaye de moderniser et de renouveler, mais bon, ça se voit au niveau des investissements, mais évidemment derrière il y a également une même dynamique en fonctionnement, et donc ce qui explique cette hausse. Au niveau des charges de personnel, pour rappel, qui avait augmenté de 4,6% entre 21 et 24, elle a augmenté de 4,5% l'année dernière. Donc on a pu faire face aux augmentations automatiques liées à l'application des décisions de l'État, la révalorisation du point d'indice, refonte des grilles de rémunération et autres. Et grâce à une excellente stratégie RH, on a pu maintenir cela tout en renforçant nos services à la population. Voilà. Au total, sur le fonctionnement de la commune, je vais prendre le solde net parce que ça vous parlera plus. En dépenses, le problème c'est que les chiffres comptables c'est un peu compliqué, je le rappelle. En recettes réelles, on a réalisé 10,7 millions à peu près de recettes et des dépenses courantes à 7,7 millions. Et puis après, si on prend le jeu des comptes d'ordre et des amortissements, le résultat net de l'exercice 2024 est 1 831 581 €. Si on prend le report de l'année dernière, qui était 1 335 000, on a un total de 3 166 656 € disponibles, et on proposera, comme disait M. le maire, on en parle, d'affecter 2 millions à l'investissement et de garder le solde, 1 166 656 en excédent de fonctionnement pour 2025. Au point de vue investissement, on a eu d'importants moyens, notamment par le transfert en opération d'ordre de la vente de la FALEP, plus des dotations fonds divers et réserves à hauteur de 3,9 millions et des subventions d'investissement à 1,6 million, pour un total de dépenses d'investissement de 6,5 millions. Donc ça nous fait un solde excédentaire, donc le total des investissements précis est de 5 460 000 dépensés effectivement, plus les opérations d'ordre, ce qui nous fait un résultat de l'exercice de 7 381 881. On a un report d'excédent qui restait de l'année dernière de 275 975 €, donc on aura un total disponible
pour faire face aux investissements en 2025 de 7 657 856 €. Voilà. Juste pour les restes à réaliser, donc, dont on tiendra compte lors des investissements en 2025, on a en recette, on doit encore reste à réaliser, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont soit des recettes, soit des dépenses qui ont été engagées, mais qui n'ont pas été payées ou collectées. Donc, ça touche uniquement l'investissement, pas le courant. En recette, il y a 1 063 000, notamment la CAF sur la micro-crèche, un peu sur les Bourdaines, sur la piste du Bayonnais, et 38 000 € sur le DETR pour les travaux de la zone technique du Golfe. Et en dépenses, on a 1 892 000 € exactement. Donc on a un besoin net, si vous voulez, de 829 000 € qu'il faudra pour les RAR en 2025, dont on devra tenir compte. Petite note sur le budget vert. La législation, la loi de finances de 2024 a introduit une nouvelle annexe au compte financier unique. Donc, on parle effectivement de CFU maintenant. Vous savez, longtemps on parlait des comptes de gestion. Maintenant, c'est le compte financier unique. Et on a ajouté une annexe environnementale des collectivités locales afin de mesurer l'impact des budgets locaux sur la transition écologique. Et ça permet, donc, il faut classer les différents investissements en 6 axes qui se feront progressivement par étapes. La première, c'est il faut classer si les dépenses atténuent ou sont bonnes pour l'environnement ou mauvaises pour l'environnement. Il faut mettre un code, si vous voulez. La première qu'il fallait mettre dès 2024, c'est si un investissement faisait axe 1, c'est l'atténuation du changement climatique. On a été plus loin parce qu'on a déjà fait, j'en parlerai. L'axe 2, juste pour votre information, c'est l'adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels. Axe 3, gestion des ressources en eau. Axe 4, transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques. Axe 5, prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols. Et l'axe 6, la préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. Et donc, il faut classer toutes les dépenses entre favorables, défavorables, neutres ou non cotées. Par exemple, nous avons dans l'annexe que vous avez, par exemple, le LODI sur les travaux du Golfe concernant la gestion des eaux de pluie et des eaux usées a été classé dans l'axe gestion ressources en eau, axe 3. Le projet de l'école, en axe 1, atténuation du changement climatique. Matériel informatique, axe 4, économie circulaire, défavorable cette fois-là parce qu'on ne les a pas reconditionnés. Par contre, les portables, vous voyez que maintenant, en plus que toutes les dépenses, il faut les classer. Les portables pour la police municipale ont été reconditionnés, donc on peut les mettre en axe 4. Et les plantations qu'on a fait cette année, on les met en axe 1 favorable. Voilà, donc chaque année, on devra vous en mettre non seulement sur des chiffres, mais en plus vous donner, une fois que tout ça sera fait, le total des dépenses qui sera d'après chacun des axes. Là, ce n'est qu'une ébauche pour le moment, mais il faudra également faire cela. Voilà en quelques mots, pour le budget de la collectivité. Est-ce que vous voulez qu'on fasse Pennon et Forêt? On fait Pennon et Forêt? On fait Pennon et Forêt, si tout le monde est d'accord, et puis je vous laisserai bien sûr poser toutes les questions que vous voulez. Pour le Pennon, ce n'est pas très compliqué. On avait une disponibilité. En gros, vous vous souvenez, on avait mis 20 000 € il y a 2 ans pour une poire pour la soif en fonctionnement du Pennon. On en avait dépensé à peu près 3 000 l'année dernière, donc il restait 16 561 €. Et on en a dépensé 5 801 qui sont essentiellement des opérations d'ordre. Il n'y a pas eu de dépenses TUC.
ce sont des amortissements. Et donc, on a une disponibilité toujours de 10 000 € pour ce compte de fonctionnement du Penon qu'on gardera en excédent de fonctionnement pour 2025. En investissement pour le Penon, on avait toujours on a eu les 2 millions d'euros ont été transférés du budget de la commune pour le Penon. On a également eu des subventions d'investissement de 228 000 € et un total de dépenses effectives de 1 047 000, dont 402 000 € de travaux. Ces travaux, c'était la démolition, comme vous le savez, certaines études techniques, et puis l'aire de jeu, et le mobilier d'aménagement de la station, et 644 440 € d'achat bâti et plus frais d'éviction de différents lots au forum. Et donc, on a un total positif, si vous voulez, entre les 5 340 000 disponibles et un total, y compris les opérations patrimoniales, de 3 150 327 €, excusez-moi, qui disponibles pour 2025. À noter qu'il reste à réaliser 330. Il y a également un petit reste à réaliser de 339 000 € en dépenses pour l'achat du Bain Café, qui a été fait, mais enregistré en 2024, mais qui n'est passé qu'en début d'année 2025. Voilà. Okay. Et on attend toujours, et également en recettes, en RAR, il y a 461 000 € en recettes pour le PPA, qu'on n'a pas encore touché en 25. Voilà pour le Penon. En forêt, le budget forêt, on avait en fonctionnement, pardon, on avait un résultat de fonctionnement reporté d'à peu près 210 000 €. Il y a eu des ventes de bois pour 153 et des petites opérations d'ordre pour un total de 365. Et en dépenses, on a eu 83 477 € de dépenses et charges de personnel de 67 000. Donc on a un total de l'exercice 2024 de moins 37 147 € sur les opérations de fonctionnement, mais avec l'excédent reporté, on a encore toujours 173 111 € en excédent de fonctionnement qu'on vous demandera de garder en fonctionnement pour couvrir les dépenses de 2025. En investissement, on avait également un solde d'exécution reporté de 177 000. On a eu quelques subventions, 30 673 €, qui sont essentiellement des subventions pour les aires de stationnement de bois, et relativement très peu de dépenses cette année, le total des dépenses d'investissement étant de 7 695 €. Vous vous souvenez, ça avait été un peu plus lourd l'année dernière parce qu'il y avait eu des achats de gros matériel, et c'est moins cette année. Donc on a un excédent net de 441 350 qu'on va garder dans le compte investissement pour couvrir les dépenses de 2025, en notant 2 RAR, en recettes 47 400, en recettes pour la subvention liée à la création des aires de dépôt, et 68 400 pour l'achat d'un 4x4 et pour la maîtrise d'œuvre liée aux 3 nouvelles aires de dépôt qui n'ont pas été réglées à fin 2024. Voilà. Donc on a un besoin en RAR, si vous voulez, de 21 000, mais on a un total d'excédent de 441, donc ça c'est assez bon. Donc, pour le total juste, je rappelle, avec les exercices passés,
La commune en fonctionnement, on a 3 166 000, et je laisse tomber les deux. En investissement, 7 657 000, pour un total de 10 824. Au Penon, 10 000 euros en fonctionnement, 3 150 000 en investissement pour 3 161 000 en total clôture. Forêt, 173 000 en fonctionnement, 441 000 en investissement pour un total de 614, donc un total disponible de 14 600 058 euros. Qu'on propose, comme je l'ai dit, pour le report de fonctionnement commune 1 166 655, pour le Penon les 10 000 euros, 173 000 pour la forêt, capitalisation du budget de la collectivité à hauteur de 2 millions à passer aux investissements. Donc on a un total de rapport d'investissement de 7 657 000 du coup pour la commune. Voilà. Je note... oui, pardon, vas-y. On a également, et juste si tu peux finir, si tu as fait l'affectation des résultats, tu peux faire le Penon et la forêt également. Comme ça, on aura les affectations complètes de tous les résultats. Oui, le report en investissement. Oui. Donc, le report en investissement, c'est ce qu'on disait, vu que la 2 millions de capitalisation du budget de la mairie, plus les 7 757 000, donc 9 957 000, les reports de 3 150 326 pour le Penon, et un report pour la forêt de 441 350 pour un total de report de 11 249 531. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. C'est des questions, des interventions. Oui, Sylvie. Bonsoir à tous. J'ai juste quelques mots à dire concernant le CFU des différents budgets. On peut constater, voire déplorer une croissance importante des charges face à un taux de réalisation des investissements relativement faible. Ça, c'est dommage. En effet, les investissements sont réalisés à hauteur de 5,4 millions d'euros, comme vous l'avez dit, pour un DOB 2024 annoncé à 22,5 millions d'euros, indépendamment du fait de l'inertie de l'exécution budgétaire, c'est-à-dire que les projets inscrits seront réalisés sur plusieurs exercices, on peut aisément remarquer que l'appétit est plus gros que les capacités à faire. Il nous semble donc qu'il lui était plus rationnel ou véritable de budgéter moins de projets pour être capable de tous les réaliser avec les moyens humains et techniques de la commune, et ce sur le mandat en cours. Je vous remercie. Merci Sylvie. Pierre, est-ce que tu veux répondre ? Merci beaucoup pour ces observations que je partage dans un certain sens. Je pourrais vous dire que les charges, quand même toutes les charges générales, donc le 11 et le 65 combinés, augmentent de 14,5%, comme je l'ai dit. J'ai quand même fait un petit contrôle cet après-midi en ligne. La moyenne, pour ceux qui ont déjà passé les budgets pour les communes françaises, qui est quand même à ce jour une grosse majorité, l'augmentation est de 22% sur ces deux postes combinés. Donc, il y a des augmentations, oui, comme je dis, il y a eu l'inflation, il y a des charges externes qui augmentent, on a des fortes augmentations dans des postes qu'on ne contrôle pas. Il y a eu le SDIS, les assurances, certaines assurances ont presque doublé. Bon, si je rentre dans le détail, c'est des centaines de postes. Il y a beaucoup, je pense qu'on a fait une relativement bonne effort de gestion interne, et je vais en parler au budget 2025, on tient justement à freiner ce poste-là, parce qu'on nous-mêmes, on est un peu inquiet de l'augmentation, mais il est certainement en dessus de la moyenne, c'est une moyenne nationale pas pondérée, un peu brute, voilà. Donc on n'est pas complètement hors des clous par rapport à nos collègues dans les autres communes du territoire. Les investissements, oui. D'un autre côté, c'est le programme de la programmation. Il y a un double effet. Il faut effectivement programmer, et tout prend plus de temps qu'on ne le pense.
il y a des études, et puis on se rend compte qu'il faut refaire un truc, ceci c'est pas bon, et machin, etc. Et donc effectivement, la réalisation effective est toujours plus lente que ce qu'on l'a prévu. On aurait pu dire, ah bon, on ne touche pas les codes jusqu'à l'année dernière. Mais bon, du coup, on n'aurait pas mis la première pierre jusqu'en 2027. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des longs temps de préparation et les règles budgétaires veulent que si on met un projet, il faut mettre la totalité, sauf si on fait un APDP. Et donc, il y a aussi ce fait-là qu'il y a des gros montants qui se reportent un peu d'année en année avec une exécution plus faible. Mais je pense qu'on aura quand même un certain nombre de projets réalisés d'ici la fin de l'année. On a aussi eu des soubresauts, une élection municipale en milieu de mandat. Il a fallu aussi enclencher un certain nombre de choses. Donc, en tout cas, on a la volonté de réaliser. Je pense que ça sera fait, la plupart des investissements budgétés d'ici la fin de l'année. Et effectivement, il y a des choses qui sont au long cours. On prend le Penon, de fait, ça va prendre un petit peu de temps. L'école, j'ose espérer, ce qui représente quand même une grosse partie de cette somme d'investissement, sera terminée notamment, normalement, en septembre 2026. Donc voilà, je note effectivement qu'on réalise pas assez bien. En tout cas, on a dû faire face. Non, mais j'ai bien compris l'idée. C'est-à-dire qu'on a mis des dépenses d'investissement et qu'effectivement, pour l'heure, elles ne sont pas encore toutes réalisées et que ça prend du temps. Ce que ça prend du temps, c'est vrai. Je pense que je suis le premier à le dire. J'aimerais que ça aille plus vite. Mais pour autant, on tâche de faire en sorte qu'au moins l'ensemble des projets qui ont été présentés, qui font partie du PPI, soient réalisés à l'échelle de ce mandat. Pour ceux, bien évidemment, qui sont faisables sur ce mandat. Encore une fois, si on prend le Penon, qui n'apparaît pas forcément sur le budget principal, puisqu'on a un budget annexe, mais on sait que c'est un projet au long cours. Pour le bourg, ça sera pareil, ça prendra du temps aussi. Mais en tout cas, on tâche de tenir le rythme. Et après, vous voulez intervenir après, Sylvie? Je vous laisserai la parole. Un tout petite chose, c'est que, bon, effectivement, les 5 460 000, mais on a quand même des RR à 1,8 million, 1,9 million. Donc, si toutes les factures étaient arrivées à temps, si vous voulez, on aurait dépensé le total des deux, les 5,4 plus 1,9. Donc, on est quasi à 7,5 millions. Donc, il y a ça. Et d'autres, il y a d'autres aussi retards qui n'ont pas été tout à fait de notre faute, c'est le SIDEC. Comme vous le savez, sur la dotation SIDEC, ils nous obligent chaque année à mettre dans le budget le plan qu'ils veulent, mais sachant qu'il y a des retards. On leur a demandé, est-ce qu'on ne pouvait pas... donc, on avait 1,8 million dans le budget, parce que c'est eux-mêmes qui nous avaient donné ce plan d'action, ils en ont réalisé un quart. Là, c'était juste quelques réflexions sur le CFU. Je reviendrai après peut-être au niveau du budget, mais l'idée étant que la commune fait en moyenne 5-6 millions, ce qui est une moyenne nationale finalement, parce que quand on regarde au niveau de la grosseur des communes, et j'appuie justement sur les moyens humains et techniques. Donc, ce n'est pas le fait des projets en tant que tels, que j'honore aussi, et que vous faites un listing de projets sur 6 ans à venir, et on trouve que on a l'impression que vous voulez tout faire d'un seul coup. Et ça peut faire peur aussi, ça, et ça peut aussi décourager les CNOC en disant il a annoncé ça, et puis finalement son équipe n'a pas réalisé. Même si vous avez de bonnes raisons derrière. Mais il faut tenir cet équilibre effectivement entre tout faire d'un seul coup et à la fois vous n'avez pas fait ce que vous avez dit. Donc on a eu effectivement un mandat contraint. Là où je vous rejoins, c'est qu'on est effectivement une taille de commune et aujourd'hui une taille de service où on est sur, à la croisée des chemins, en tout cas sur une transition. C'est-à-dire que la commune de Seignos, effectivement, a longtemps été dimensionnée probablement à la hauteur de ses missions, mais aujourd'hui, si on veut porter un certain nombre de projets, il faut effectivement se doter des compétences nécessaires, à la fois quantitativement peut-être plus d'agents, mais là ça recoupe les charges de personnel et leur nécessaire maîtrise, et puis par ailleurs une montée en compétences, c'est ce qu'on essaye de faire. On a quand même mené au niveau de la direction aménagement une refonte, donc qui comprend notamment l'urbanisme, l'aménagement comme son nom l'indique, mais également les services techniques. On essaye au fur et à mesure de s'adjoindre ces compétences, dans la mesure, dans la limite en tout cas du budget de la commune, puisque alors on n'est pas à plaindre. Je pense que les chiffres le disent bien. Pour autant, alors d'une part, il ne faut pas tout consommer tout de suite, et puis d'autre part, on a aussi des charges de fonctionnement à maîtriser, et l'objectif, c'est pas de les faire augmenter de façon trop importante. Donc on essaie de tenir cet équilibre-là. Ce que je vous propose, c'est de passer au vote, mais je vais laisser Pierre vous faire voter, puisque je crois que je dois quitter la salle pour le vote
du CFU, c'était le cas que pour les comptes administratifs, donc j'imagine que c'est la même chose pour ce compte financier unique. Donc je laisse Pierre délibérer, et je vous rejoins après. Je appuie ici. Voilà, technologie, c'est compliqué. Ah, c'est ça. OK. Bon, alors la première délibération, je parle sous la première délibération, c'est l'adoption du compte financier unique de la commune qui est pour, qui est contre, et abstention. 4 abstentions. Très bien. Ensuite, nous avons le compte financier unique du compte annexe Penon. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? 4. Et finalement, le compte financier unique du compte annexe Forêt. Qui est pour? Qui est contre? Et abstention? Très bien. Et la quatrième délibération, c'est l'affectation des résultats comme je les ai présentés, que vous avez dans votre document. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Je crois que c'est tout, madame. Oui. Autant pour moi. Le compte, il faut le faire, l'affectation des résultats donc, de la commune. On a voté. L'affectation des résultats du compte annexe Penon, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Et finalement, l'affectation des résultats du compte annexe Forêt, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Bon. Pour l'affectation des résultats, mais c'est pas grave. J'aurais voté pour, quoi qu'il en soit. Enfin, on peut comptabiliser comme quoi je vote pour, bien évidemment, l'affectation des résultats. Mais je te remercie, Pierre, pour cela. Et donc, il nous reste désormais à examiner donc, le budget pour l'année 2025. Je te laisse également la parole. Merci. Bien. Là aussi, vous aviez déjà eu les grandes... On est très proche de ce qu'on avait vu lors de la présentation en janvier. Je rappelle rapidement qu'on a prévu une augmentation de 2% de la fiscalité sur la base des calculs de la taxe d'habitation et foncière qui tient compte de l'indice de l'INSEE qui sera appliqué automatiquement aux valeurs locatives. Donc on n'a pas pris, si vous voulez, en compte une dynamique de la commune sans changement de taux, des taux qui n'ont pas changé depuis le début du mandat et qui, je rappelle, sont quand même un des plus bas de toute la communauté de communes notamment. On prévoit en prévision une légère baisse sur la taxe de séjour. Vous vous souvenez quand c'est un peu mécanique. Vous vous souvenez qu'en 2024, on avait augmenté de 300 000 euros parce qu'on pensait qu'on devait reverser la partie qui va pour la ligne grande vitesse. Et puis, il s'avère que le département a changé son fusil d'épaule, le déduit automatiquement. Et donc, on a mécaniquement 300 000 en moins sur la base. Et donc, on a prévu une stabilité en dehors des taxes additionnelles. Droit de mutation, là, on avait un chiffre bas, vous le savez, en 2024, on en a parlé, et donc on a prévu 0% d'augmentation.
Les dotations de l'État sont de nouveau en baisse. On a prévu moins 4,3%, parce que là, on a un phénomène particulier qui est neuf, qui est le DILICO. Alors, le DILICO, c'est le... Là, il y a des gens très intelligents qui font ça, qui est le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. Donc, en gros, les communes jugées aisées, on leur pique des sous pour participer, je vais rester poli, au redressement des comptes publics. Voilà. Et donc, d'après, ce n'est pas encore finalisé, c'est bel et bien dans la loi de finances 2025. Donc, ce qui n'est, et ça va être très important pour les grosses communes, ce n'est absolument pas finalisé. Que Seignos sera pris dans la liste et quel sera le montant précis. Donc, on a reçu du part du Trésor et de la préfecture une indication qui serait autour de 50 000 €, qui serait donc en moins dans les dotations. On ne sait pas non plus, ça se pourrait que ce soit une dotation puis ils fassent le reverser. Ça non plus, on n'a pas d'indication. Enfin, on a prévu une baisse de 50 000 € en plus que la baisse déjà prévue. Donc on a un total de 4 000. 46 000 € très précisément. 46 487 €. Mais bon, c'est une indication, mais on a prévu 50 000 €. Et donc, on a, sur le produit des services et domaines, on a pris 2% en évolution constante. Vous avez vu qu'il y a une assez forte augmentation de 15%, c'est un peu mécanique, parce qu'il y a eu une recette non perçue en 2024 qui a été versée début 25, qui concerne la redevance du camping, du parc camping, qui n'avait pas été payé en 24, qui a été payé début 25. Et donc, quelques décalages de recettes non rattachées également, et une légère augmentation des recettes au périscolaire due à l'augmentation des élèves en 2025. En dépenses, je reprends votre observation de tout à l'heure, pour laquelle je vous remercie. Là, on a vraiment fait, malgré, au regard des dépenses nécessaires à l'entretien du patrimoine, la volonté de maintenir un service à la population de qualité moderne, on a essayé de faire un effort particulier de mieux consommer et de bien consommer. Et donc, une dépense, on a fait un travail, j'en avais déjà parlé, je crois, en janvier, mais un travail particulier avec chacun des services pour ce qui nous a permis de dégager des marges de manœuvre au niveau des enveloppes budgétaires de chacun des services de la collectivité, qui nous permet de maintenir le niveau des charges générales à moins 1% par rapport à ce qui était prévu au budget de 2024. Et au point de vue par rapport aux réalisations, juste une augmentation qui ne dépasserait pas 3% par rapport aux réalisations. Donc, alors, on a une augmentation de 8,5% par contre en 65 dans les charges de gestion courante. Ça, c'est dû aux participations de nos partenaires, notamment le SDIS, le service des incendies, qui est passé à 225 000 € par rapport à 212, plus 6%, l'Office du tourisme, plus 8,5%, et une nouvelle participation au syndicat mixte de la gestion des baignades landaises à hauteur de 9 millions d'euros pour renforcer les patrouilles de surveillance des plages sur tous les terrasses. Je crois que ça touche surtout les ailes de saison. 9 000 €. Hein. Oui, 9 000 €. Pas 9 millions. Non, 9 000. Ça ferait beaucoup. Non, c'est 9 000. Voilà. Et en charge de personnel, il y a, là aussi, je ne vais pas entrer dans il y a certaines augmentations. Il y a un effet mécanique de l'augmentation de la cotisation du CNAS, qui augmente de 2,3%. Les taux de retraite, on en a déjà parlé aussi, CNRACL, qui augmente de 3%, qui était à 31,65, qui passe à 34,65. On a quelques recrutements et des remplacements. Mais au total, on a là aussi fait un travail pour essayer de les maintenir
en augmentation de 2,3% par rapport au budget 2024 et en prévision un total qui ne dépasserait pas 6% par rapport aux réalisations. Voilà. Et tout ça nous donne un budget en équilibre à 11 793 896 euros, y compris les opérations d'ordre. Voilà pour le fonctionnement de la collectivité. En investissement, là je vais également rejoindre votre remarque. Effectivement, on a le report. On a le report de l'année dernière, donc on a un total prévu d'investissement de 15 260 862 euros. Les gros postes étant les projets, bien sûr, toujours les mêmes. Les gros postes, c'est le plus gros, c'est la voirie. Il y a un gros effort de voirie, comme vous le savez, sur l'Anguillem, Martichaut et autres. L'école, bien sûr, à 5 333 000, donc c'est le gros de l'école qui reste. On va y revenir. Il y a la finalisation, quasi-finalisation, la totalité du reste de l'aménagement de la plage des Bourdaines pour 2 563 000. Et d'autres, l'extension de la microcrèche, 380 000. Et voilà, pour prendre les gros. Le padel tennis, là aussi. 20 000 euros qui nous sont imposés. On a un peu des augmentations le SDIS, maintenant, nous demande de participer à leurs investissements. Dans le temps, on faisait uniquement une contribution en fonctionnement. Et puis, eux, employaient cet argent soit pour leur fonctionnement et leurs investissements. Là, ils nous demandent, en plus que l'augmentation, de leur donner 20 000 euros. C'est 19 900, arrondi à 20 000, qui va augmenter d'ailleurs à peu près de 5 000 euros chaque année. On a une délibération juste après. On a une délibération, voilà. Des travaux nécessaires pour le transfert de la microcrèche, la gendarmerie, etc., et la bâche de l'étang-blanc. Donc au total, 15 260 000, plus les RAR, qui nous amène on dépense 17 153 422 en investissement pour la commune. Et donc, les investissements, j'en ai parlé, l'extension de l'école, Bourdaine, microcrèche, padel. Voilà. Et au point de vue emprunt, donc juste, parce qu'il faut le faire également, le total de la dette de la commune est constitué par 9 emprunts à taux fixe, dont l'ensemble s'éteint en 2033. Et on a le PFL pour 3 lots. La poursuite du lot 57 et 2 nouveaux lots qui poussent l'annuité à 155 000 euros en 2025. Un total d'encours de 2 millions, tout compris, de 2 491 000 euros. Et on aura un remboursement du capital avec intérêt à hauteur de 419 000 euros en 2025. Voilà. Qu'est-ce que j'ai la PCP, on le fait maintenant. La PCP, c'est après. Okay. Tu peux faire le budget Penon et forêt aussi. Et puis après, on fera vous laissera la parole. On fera la PCP après. Mais voilà pour le budget de la commune. Pour l'annexe Penon, on avait en fonctionnement, on avait, vous vous souvenez, les 10 761 euros. En gros, on les a prévus de dépenser un petit peu en charge générale et opérations d'ordre pour ce montant-là. Et un total d'investissement prévu de 3 278 873, dont 1,6 million à peu près de foncier à acquérir, qui touche
Wasser School, l'ancien cinéma et espace commun. Là aussi, on ne sait pas si tout va se réaliser. Comme vous savez, on est en négociation avec les propriétaires. Et bon, on espère avancer le plus rapidement possible. Mais voilà, ça c'est un des cas où si on n'arrive pas à tomber à un accord qui puisse satisfaire toutes les parties, ça ne pourrait pas se faire. Il y a un peu d'études, il y a des travaux sur le bail de café qu'on a acquis par contre, et 1,1 million en prévision de futurs travaux d'aménagement. Voilà pour le Penon. Et pour la forêt, il y a juste une petite, pour ceux qui étaient intéressés, le plan plage dans le temps, le plan plage des dunes était essentiellement couvert par l'investissement. Maintenant, ils veulent, c'est des nouvelles règles, ça passe en 65. Ça rentre plus dans des... Donc on verra un peu plus dans le futur de dépenses, toute autre chose égale, de dépenses courantes par rapport aux dépenses d'investissement, si vous verrez les budgets du passé. Et ça, c'est dû, et ça, c'est en dehors de notre... C'est général pour tout le monde. Et donc, on prévoit un total de dépenses de 330 157 €. Donc, vous voyez, c'est un peu plus que d'habitude. Dont 108 000 € pour l'espace dune, 33 000 pour la régie, dont le désensablement, et la gage forêt 36, et 42 000 € pour les combustibles, carburants et autres, et toujours 68 000 €, ça ne change pas pour les dépenses de personnel. Voilà, donc 330 000 là aussi en équilibre par rapport avec une recette escomptée de 155 000 € en vente de bois. Je crois qu'on l'avait voté, le dernier conseil, c'était la prévision qu'on a repris ici, et 173 000 dont on parlait, qui est le report des années précédentes. Voilà. Donc c'est... en investissement, il est prévu, là aussi on a essentiellement le report de l'année dernière en moyen, et il est prévu 461 000 € en investissement. En plan plage d'une, il y a les clôtures, parce que les clôtures ne sont pas prévues dans le plan plage. Non, on peut le mettre en investissement. Bon. 61 000 € pour les forêts, Girobroyère 28 000 €, les 76 000 € pour les nouvelles aires de dépôt, et éventuellement le reliquat, on a 233 000 € pour l'achat éventuel de parcelles forestières. Okay. Donc voilà pour la forêt. Donc on va faire le vote là-dessus. Merci Pierre. Puis on fera la PCB. Est-ce que vous avez des questions, observations? Sylvie. Merci. Alors bien sûr, nous sommes satisfaits que ce budget soit réalisé à l'issue d'un travail minutieux avec les services. L'étude des dépenses et les arbitrages sont le lot classique de l'élaboration budgétaire d'une commune. Vous vous y êtes soumis et nous apprécions, vraiment. Nous n'en sommes plus à la reconduction systématique du budget, mais à l'élaboration d'un budget travaillé avec les services dans un objectif de maîtrise budgétaire. Nous saluons ce travail. Cependant, dans le cadre des investissements, nous déplorons que 18 millions € restent à réaliser, qui pour nous reste quand même important, pour 5 millions d'effectivement réalisés en 2024. Pour tout dire, le fondement des finances publiques est l'annualité. Alors 18 millions de restes à réaliser, plus 16 millions que vous avez inscrits, cela fait 34 millions à investir pour 2025. On est en droit de se poser la question de la cohérence de cette pratique. Différence de politique. En effet, vu les exercices précédents, on sait que notre collectivité peut réaliser, comme on en a parlé tout à l'heure, 5, 6 millions, voire même plus, quand les projets sont conséquents, comme pour une école. On peut aller jusqu'à un maximum de 8 millions. La taille de notre commune, influençant sur ses capacités, ne peut raisonnablement aller au-delà. Alors inscrire 34 millions n'est pour le moins pas raisonnable. De plus, cela peut induire en erreur les CNIOC, mais on en a parlé tout à l'heure, quant à vos capacités en rapport à vos intentions. Il faut dire que depuis des années, vous avez, comme pour cet exercice, surbudgété. Cela veut dire que vous avez des ressources bien supérieures aux besoins.
Ce phénomène qu'on appelle de thésaurisation, autrement dit d'épargne non utilisée, est contraire à l'esprit de gestion d'une collectivité publique. Les ressources, c'est-à-dire les impôts, doivent correspondre exercice par exercice au projet à réaliser. En définitive, et ça c'est notre point de vue, les recettes de l'année doivent financer les dépenses de l'année. Merci. Merci. Pierre. Merci. Juste une toute petite correction, à moi je vous ai mal compris. Les restes à réaliser, ce n'est pas 18 millions, c'est 1,8 million. Donc il y a 15 260 000 et 1 800 000. Donc le total est bien de 17 153 422. Première chose, et pas 37. Et l'autre, effectivement, c'est des reports chaque année. Je crois, je l'ai déjà dit, on aurait aimé aller beaucoup plus vite sur pas mal de projets et on a eu des retards qui ne sont pas toujours dus à des choses qui ont pris plus de temps que prévu, malgré notre meilleure volonté d'aller plus vite sur pas mal de choses. Merci. Et puis on ne peut pas nous accuser de trop investir et de thésauriser à la fois. L'un forcément ne va pas avec l'autre, mais en tout cas, on tâche d'investir à la mesure de ce que la commune a besoin. Par ailleurs, au niveau que les dépenses correspondent aux recettes, c'est une réalité. On pourrait être effectivement accusé de trop percevoir l'impôt et finalement d'avoir des recettes qui soient trop importantes au regard des missions que doit assumer la commune. Et pour ce faire, l'État pourrait décider de venir nous prendre quelques sous. Ça, c'est une possibilité. Après, sur ce mandat, on s'est attaché quand même à ne pas augmenter les recettes. On a effectivement augmenté la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ce qui est une recette à peu près supplémentaire de, je crois qu'on a calculé 400 000 euros. 300 000 euros. Sinon, l'ensemble des recettes fiscales, quelque part, on n'a touché à rien. Alors, certes, on a bénéficié de la valorisation des bases locatives, mais on n'a pas augmenté les impôts autres, que ce soit le foncier ou le foncier non bâti, pour ce qui nous reste, en tout cas, puisque la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée. Et après, oui, il est vrai qu'on a un petit peu optimisé aussi quelques recettes liées au domaine. Alors, en l'occurrence, par exemple, les concessions de plage, où on a un peu plus de recettes que ce qui était prévu. C'est d'ailleurs l'essentiel, parce que pour le reste, on est sur des recettes qui évoluent en fonction d'indices bien souvent et on n'a pas un delta extraordinaire. Donc voilà, tout ça pour dire que sur ce mandat-là, on n'a pas forcément, de notre fait en tout cas, augmenté les recettes de façon exponentielle et qu'à l'inverse, on a des dépenses de fonctionnement, on tâche de les maîtriser et qu'au niveau investissement, on a un certain nombre de projets qui j'espère arriveront à échéance. On ne pourra peut-être pas tout en 6 ans, peut-être qu'il y a des choses qui prendront un peu plus de temps, c'est une réalité. En tout cas, déjà, si on arrive à apporter ce qui était annexé au budget, à savoir pêle-mêle, l'école, la micro-crèche, dont on doit démarrer les travaux aussi en septembre prochain, je l'espère, les Bourdaines, ou la fin du plan plage Bourdaines, puisqu'on a déjà entamé, qu'on doit démarrer en septembre également. Tout ça, si vous voulez, c'est des projets qui ont décalé de 6 mois. Les 6 mois, ils correspondent un petit peu aussi, pas que, mais aux élections qu'on a eues au milieu. Les élections, le conseil municipal, une partie du conseil municipal a démissionné en septembre. L'été, on sait que c'est généralement une période où il se passe moins de choses. Les nouvelles élections ont eu lieu fin novembre. On a eu un laps de 6 mois, effectivement, où on n'a pas pu, la collectivité n'a pas travaillé comme elle travaille d'habitude, forcément, puisque la situation était un petit peu différente. Donc voilà, on tâche effectivement de rattraper ce retard pour faire en sorte que l'ensemble des investissements soient réalisés. Donc j'ai parlé des Bourdaines, on a les temps blancs aussi, la réfection du ponton, mais là c'est la maîtrise d'ouvrage, c'est Géoland, c'est pas la commune, mais la commune va quand même participer aussi au financement. On a l'avenue d'Anguillem, on a l'avenue Jean Moulin, les paddles, ça a été dit. Voilà. Après, on a aussi des dépenses qui sont assez importantes sur la rénovation de la voirie, sur l'éclairage. Donc ça, et Pierre a évoqué le SIDEC et les reports effectivement successifs. Je peux comprendre que là, ils étaient quand même entrés dans un fonctionnement un peu plus efficace de ce point de vue-là. On a les bâtiments, puisqu'il y aura aussi des rénovations thermiques et énergétiques. Là, on est vraiment sur la gestion de patrimoine. On n'est pas tant sur des investissements nouveaux, ou en tout cas sur des infrastructures nouvelles. Bon, tout ça, on essaye de le mener au mieux. On n'aura peut-être pas tout réalisé dans les temps, en tout cas, on aura fait en sorte que l'ensemble des choses sur lesquelles on se soit engagé soit à minima amorcé, on l'espère fini, à l'issue de ce mandat. Donc c'est ce sur quoi, en tout cas, on travaille. On peut passer au vote ? Oui. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? On a 6 abstentions du coup.
avec les... Donc ici, vous avez les documents à signer. Si, Contre, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc ici, vous avez les documents, je vais vous les faire passer. Donc à signer, donc c'est les documents relatifs au budget. Pour l'instant, il n'y a pas inscrit les pour, les contre et les abstentions, mais on mettra bien évidemment le résultat du vote qui vient de se dérouler. Et par ailleurs, vous pouvez également voter pour vous, bien évidemment, et ceux qui ont des procurations, vous pouvez également voter pour la personne, enfin signer pardon, pour la personne pour qui vous avez procuration. Je vous remercie. il faut voter les 3 budgets. Et effectivement, tu as raison. Alors, est-ce que je fais voter le Penon et la forêt, ou est-ce qu'on considère que ce vote est valable pour le Penon et la forêt? Je me suis un peu avancé. C'est bon, c'est sur les 3 budgets? Très bien. Je vous remercie. Donc, délibération suivante, il s'agit de l'APCP, donc une révision et 2 créations pour la microcrèche et pour le photovoltaïque. Pierre, tu veux nous en dire quelques mots? Effectivement, Madame Caillot, je vous rejoins qu'on aurait peut-être dû, sur certains des grands projets, faire plus d'autorisation de programme qui aurait évité ce truc-là, qui elle-même crée une certaine complexité, mais intellectuellement, effectivement, on aurait dû peut-être plus utiliser cet instrument-là, et à ce moment-là, on aurait pu avoir une meilleure équation entre les recettes d'une année et les dépenses d'une année, parce que sinon, il faut mettre si on ne fait pas ces programmes d'autorisation de programme, il faut mettre la totalité de la dépense dès qu'on vote un projet, même s'il est pluriannuel. Et donc, cette autorisation de programme, ou AP ou APCP, permet donc de déroger au principe d'annualité du budget, notamment pour l'opération en faisant voter un montant total d'un projet et puis une répartition pendant plusieurs années. Voilà. Qui est modifié chaque année en fonction des réalisations. Nous avons en 2023 voté une autorisation de programme pour la nouvelle école à hauteur de 9 550 000 euros TTC, qui était répartie initialement entre 23 et 26. On a eu une première modification l'année dernière compte tenu des dépenses réalisées en 2023. Et là, compte tenu de l'avancement de l'opération d'extension de l'école, du montant payé effectivement en 2024 de 897 165 euros, essentiellement lié aux missions de maître d'œuvre et du début des travaux, le lot 1 qui est le gros œuvre et le lot 2 charpente. On propose d'actualiser en 2025 la répartition, que comme vous l'avez donc, le solde 5 333 127 euros en 2025 et le solde de 2 991 000 euros 021 pour 2026. Voilà. Pour l'école. Bon, tu peux les présenter les 3. Hein, bon. Enfin, et si donc, voilà, pour effectivement, on avait le même souci que vous. Et donc, on propose de faire 2 nouvelles APCP. Voilà, donc je vous remercie. Comme je disais, je vous remercie de votre observation utile. On aurait dû peut-être le faire plus tôt. Bon. Et donc, c'est pour l'extension de la microcrèche, parce que là aussi, et d'un côté, et les couvertures photovoltaïques sur l'école. D'un côté, donc, ce sont des nouvelles APCP, autorisation de programme. Pour la microcrèche, le total est 1 140 000 euros que l'on projette à ce stade de répartir en 2025 380, 2026 703 000 et 2027 57 000 euros. Pour les couvertures photovoltaïques de l'école, le total prévu est de 342 000 euros, dont prévu en 25 68 400 et 136 800 pour chacune des années 2026 et 2027. Voilà. Si des observations sur les APCP? Non.
Je vous propose de délibérer sur les 3 en même temps. Ça vous convient? Donc qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc on a 6 contre. Délibération suivante. Bon, il s'agit de délibérer sur les taux de fiscalité directe locale. Ils sont inchangés. Pour rappel, 28,63% sur la taxe foncière bâtie, 19,71% sur la taxe foncière non bâtie, et taxe d'habitation 11,36%, celle-ci étant, enfin, seules les résidences secondaires étant assujetties à cette dernière. Donc il s'agit des mêmes taux que l'année dernière. Donc nous aurons sur ce mandat, en tout cas, nous n'aurons pas augmenté les taux d'imposition sur la commune. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération, il s'agit de valider les subventions aux associations. Qu'on se mette d'accord sur le fonctionnement. Il y a deux... Bon, d'une part, rappeler, au-delà des montants que vous avez devant vous, que bien évidemment, les personnes qui feraient partie du bureau, ou simplement adhérents au bureau, qui feraient partie du bureau de ces associations, ne peuvent pas prendre part au vote. D'autre part, bon, il s'agit de le décider ici en conscience. Est-ce qu'on fait sortir ces personnes de la salle ou on considère simplement qu'elles ne... Je vous le pose pour qu'on ait... Parce que les textes sont assez larges en la matière. On peut peut-être normalement faire sortir tout le monde, enfin en tout cas ceux qui font partie d'un bureau, d'une association. Bon, si on se fixe... non, du bureau, parce qu'il faut être du bureau. Non, mais c'est pour ça on peut rester dans la salle et simplement les personnes qui font partie d'une association ne prennent pas part au vote. Et donc ça suffira. Donc vous les avez déclinés. Est-ce que vous avez des questions? Donc on est sur un montant total de 81 150 € en ce qui concerne les subventions aux associations et aux divers événements. Il y a quelques événements également dans le tableau qui vous a été proposé. Vous avez des questions? Non? Pas de questions? Mais dans ce cas-là, je vous propose de passer au vote. Bon, étant entendu qui ne participe pas au vote du coup, qu'on l'identifie bien, donc Monsieur Daratz, Monsieur Verdier et André de Poumérac également. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. Donc il s'agit également du plan d'action au niveau de l'OT. Donc comme vous le savez, on a délibéré là récemment la nouvelle convention qui lie la commune à l'Office du tourisme pour les 3 prochaines années. Est inclus dans cette convention notamment un plan d'action dont le montant total est estimé, est validé à 75 000 € et non pas estimé, avec la possibilité pour l'Office du tourisme de solliciter chaque année, alors pas forcément 25 000 €, mais en tout cas la somme dans la limite de 75 000 € sur 3 ans nécessaire au développement de son plan d'action. Le plan d'action, vous l'avez annexé, il a notamment été également validé en conseil d'administration de l'Office du tourisme qui a eu lieu il y a 2 semaines à peu près. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail. Si éventuellement vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce que je vous propose également, c'est que les membres du conseil d'administration de l'Office du tourisme, donc il y en a quelques-uns parmi les élus, il y a Valérie, Eléa également, Isabelle et Christophe, mais qui n'est pas là ce soir. Je suis également membre, je suis président d'honneur si j'ai bien compris, donc j'ai le droit de siéger mais je n'ai pas de vote, j'ai pas le droit de vote. Bon, par sécurité je ne participerai pas au vote également, mais je n'ai pas vraiment de voix délibérative au sein de cette instance, mais pour une parfaite clarté, je vous propose de faire ainsi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce plan d'action? Non? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. Donc il s'agit de la contribution au SDIS. Donc on a évoqué notamment les 225 000 € de participation de la commune au fonctionnement du SDIS, donc c'est le service départemental d'incendie et de secours. Donc comme vous le savez, celui-ci est majoritairement financé par les communes du département et par le conseil départemental des Landes également. Vous le savez aussi, les services de secours et d'incendie et de secours sont également de plus en plus sollicités
chaque année. Alors bon, à la fois bien évidemment pour ce qui relève de la préservation des biens et du secours à la personne, mais aussi de plus en plus pour intervenir lors d'incendies assez majeurs. On en a connu aussi sur la commune en 2020 et en 2021. Donc il a été demandé par le conseil d'administration du SDIS auprès de ses communes adhérentes, d'une part d'augmenter les sommes allouées au fonctionnement, donc les fameux 225 000 euros évoqués tout à l'heure, et également d'allouer une subvention d'investissement, ce qui est une nouveauté, puisque ça n'existait pas auparavant, qui s'établirait à 19 710 euros et 81 centimes en 2025, 24 638 euros et 51 centimes en 2026 et 29 566 euros et 22 centimes en 2027. L'idée étant bien évidemment que ces subventions d'investissement permettent à la fois l'amélioration des différents casernements qui existent sur le département des Landes. À Seignos, nous sommes dépendants en premier appel pour une partie de la commune, notamment l'Océan et la partie ouest du bourg. Nous sommes dépendants du service de la caserne de Cabreton. Et sur la partie est du bourg, en premier appel, on est dépendant de la caserne de Tos. La différence étant que Tos est essentiellement constitué de volontaires, alors que sur Cabreton, vous avez des pompiers volontaires, mais également des pompiers professionnels. Il va de soi que Cabreton, sur la partie est du bourg, est en second appel. Et ensuite, nous avons toutes les casernes voisines, Souston, Tyros, Magès, qui peuvent également intervenir si nécessaire. Et notamment en cas d'incendie, c'est souvent des événements qui mobilisent plusieurs casernes à la fois. Donc voilà, c'est un engagement qui a été demandé aux communes. Engagement financier certes conséquent, mais qui, je pense, s'avère nécessaire, en tout cas pour qu'on ait un service départemental d'incendie et de secours qui soit en mesure d'assumer ces missions qui, je le crains, je ne l'espère pas, mais je le crains, s'avéreront peut-être de plus en plus importantes au fil des années à venir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette contribution et cette subvention au SDIS des Landes? Donc là, il s'agit bien de valider la subvention sur 3 ans, comme c'est indiqué dans la délibération. Je vous ai énuméré les chiffres pour chaque année. Donc je propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. Donc, il s'agit de la création d'emplois temporaires. Donc délibération assez classique, et ce pour préparer la saison et créer les postes de saisonniers nécessaires. Je vais laisser la parole à Marc Joly qui va nous détailler cette délibération. Oui, comme chaque année, c'est le même sujet. Donc, pour faire face à l'activité saisonnière, vous avez dans votre dossier le détail de tous les postes saisonniers, à savoir, pour récapitulatif, 10 postes au niveau de la police municipale, 15 postes au niveau des services techniques, 50 postes au niveau de la surveillance des plages, donc tout ce qui concerne les MNS, un poste saisonnier pour l'entretien des locaux et un poste au niveau de l'accueil au niveau de la mairie. Est-ce que vous avez des questions ou des précisions par rapport à cette délibération? Donc on va procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Délibération suivante, c'est la mise en place des contrats d'engagement éducatif, comme l'année précédente, pour les accueils péri et extrascolaires. Donc vous savez que c'est un type de contrat spécifique et dérogatoire au droit commun du droit du travail qui permet de recruter à travers ces contrats des emplois non permanents sur une période déterminée et surtout ce sont des contrats qui sont destinés pour assurer des fonctions d'animation. Alors pour faire face à cette demande, le contrat est spécifique par rapport aux rémunérations avec des taux qui ne sont pas ceux du SMIC. Et sur la création de ces postes pour donc ces périodes-là, on a une distinction avec un contrat qui sera du 28 juin au 24 août et 13 contrats qui seront pour tout le reste de la période que vous avez détaillé dans la proposition de la délibération. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Merci Marc. Délibération suivante, donc il s'agit d'une désaffectation et déclassement en vue d'une cession d'une emprise déclassée donc du domaine public, impasse des Varec, pour un montant de 9 300 € et on est sur 15 mètres carrés. Donc c'est une déclassement, une cession qui a été validée
en commission urbanisme, pardon. Bon, vous le voyez dans le document qui est joint, c'est un réalignement de parcelles. L'impasse des Varèques qui se situe, c'est la première à gauche quand vous prenez l'impasse, c'est l'avenue du Sporting quand vous partez vers la Lette, la zone de loisirs où il y a encore quelques tennis au Bourdaine. Vous avez une impasse sur la gauche et donc ça se situe à cet endroit-là. Donc petite parcelle, mais pour ce faire, il faut pouvoir le valider en conseil municipal. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Pardon. Ah, abstention, pardon. Donc abstention de Madame Quinault. Délibération suivante, donc il s'agit du transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes Max à la commune pour la réalisation des travaux de réaménagement de l'avenue de l'Anguillème. Donc comme vous le savez, on a déjà pris ce type de délibération. La communauté de communes Max est compétente en matière de voirie. Il s'avère que la réfection de l'avenue de l'Anguillème ne fait pas partie du PPI voirie de Max, que par ailleurs cet aménagement est financé à travers notamment la taxe d'aménagement qui sera perçue lors de la construction des différents lotissements qui s'égrènent le long de l'avenue de l'Anguillème. Donc il s'agit de solliciter auprès de Max le transfert temporaire de cette maîtrise d'ouvrage pour pouvoir réaliser les travaux, étant entendu évidemment que ce transfert est temporaire, que la compétence reste intercommunale, et donc il s'agit de m'autoriser à signer une convention qui autorise ce transfert temporaire. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Jacques. Oui, il y a quelques petites choses qui m'interpellent. Oui. Parce qu'en fait, si je lis bien ici et si je comprends tout, s'il y a un problème, ce sera la commune qui sera en défaut et jamais la Max. En tout cas, effectivement, on est responsable de fait des travaux qui sont réalisés lorsque nous sommes maîtrise d'ouvrage. Puisque oui, en fait... mais là, avec ce qui est mentionné, on dit que c'est la compétence Max, mais c'est nous qui allons suivre les travaux. Oui, c'est nous qui allons les suivre, effectivement. On n'a pas à suivre les travaux. Sinon, on perd tout, on se prend tout de plein fouet. Si on suit, nous, les travaux. Il faut que ce soit à tout prix Max qui suive les travaux. Alors, Max va nous aider, mais tout le principe, justement, de ce transfert de maîtrise d'ouvrage, c'est que nous, en tant que maître, donc on devienne maître d'ouvrage, au même titre qu'on l'est, par exemple, pour la construction de l'école, puisque ça, je prends un exemple, puisque c'est une compétence communale. Donc oui, de fait, c'est nous qui allons suivre les travaux. De fait, on a aussi, par exemple, c'est nous qui avons lancé les marchés et retenu les entreprises pour pouvoir réaliser ces travaux-là. Et techniquement, c'est nous qui allons les suivre. Alors après, une fois que la convention temporaire est terminée et que les travaux sont réalisés, ceci rebascule dans le domaine de compétences de Max, et c'est Max qui, derrière, assurera, comme pour l'ensemble du réseau routier sous sa responsabilité, qui assurera l'entretien de cette voirie. Mais le principe, effectivement, d'une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, c'est que le temps des travaux, on récupère cette maîtrise d'ouvrage, et donc de fait que l'on soit responsable des travaux en question, et qu'on les finance d'ailleurs, parce que le corollaire le plus important, c'est surtout qu'on les finance, sinon c'est Max qui les finance, et en l'occurrence, on les finance comment ? À travers la taxe d'aménagement qu'on va percevoir sur les différents quartiers qui vont se développer le long de l'avenue de l'Anguillème. Taxe d'aménagement majorée d'ailleurs qui avait été délibérée, je crois, lors du précédent mandat, par ailleurs. On est à 20%, je crois, de taxe d'aménagement. Voilà, donc oui, de fait, durant les travaux, c'est la commune qui est responsable, mais ce système-là, on l'a déjà fait pour d'autres travaux, je pense notamment aux pistes cyclables, par exemple, au Bourdaine, ou même sur la réfection de l'avenue du Bayonnais. C'était nous qui étions, de la même manière, on avait demandé un transfert de maîtrise d'ouvrage, et de la même manière, c'est la commune qui a à l'époque réalisé les travaux. Je suis entièrement d'accord, sauf que là, on est en train de parler d'une avenue qui est extrêmement utilisée, qui est aussi une voie de contournement du centre de Bourg, et qui va être sacrément détériorée. Et Max pourra dire, attendez, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour. Alors, j'espère qu'ils diront pas ça, parce que... C'est vraiment un projet qui est hyper important, et qui joue sur toute la liberté de mouvement au niveau de la commune. Que ce soit des travaux ça va poser déjà des problèmes pendant les travaux, mais il ne faudrait pas que ça en pose après. Que ce soit des travaux importants, on est d'accord là-dessus, sauf qu'aujourd'hui, le règlement de Max, de toute façon, ne permet pas à ce que Max intervienne sur ces travaux-là, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas eux qui les financent. Donc de fait, si on veut les réaliser, c'est à la commune de le faire.
Donc j'entends bien la difficulté, je sais qu'effectivement ce sont des travaux importants, je sais bien que ça va générer dans les travaux un certain nombre de nuisances de fait, puisque la route, en tout cas la circulation sur la route sera perturbée, mais c'est bien nous qui allons réaliser ces travaux, et Max bien évidemment sera associé à l'ensemble des réunions à ce sujet, et suivra bien évidemment cela de près. Au-delà de ça, on a aussi d'autres concessionnaires qui vont intervenir, ou qui interviennent déjà, le SIDEC pour l'assainissement, on va avoir le SIDEC pour l'éclairage aussi. Donc il faut qu'on mette en musique tout ça et on va le faire. Enfin, en tout cas, je suis persuadé que les services vont y arriver. Oui. Une petite question. Oui. On sait que les travaux sont attendus par beaucoup. Oui. Et bon, c'est une petite question que je me posais. Je me disais, est-ce que du coup, c'est pas un peu précipité avec tous les lotissements qu'il va y avoir? Est-ce que la nouvelle route ne sera pas abîmée? Ça a été travaillé par anticipation justement pour offrir, alors peut-être que Thomas tu voudras en dire un mot, hein. En tout cas on a travaillé les travaux pour faire en sorte que justement ces travaux-là, notamment ceux qui sont déjà en cours sur la parcelle naturelle, au regard du calendrier, n'impactent moins, c'est-à-dire qu'en gros, en ce qui concerne le gros œuvre, les terrassements, etc., que les gros camions soient passés avant que nous on passe. Après, pour ce qui concerne le reste des opérations, la difficulté c'est qu'aujourd'hui on peut attendre, alors déjà on a tout fait en sorte que ce soit dans l'aménagement de la route, des carrefours, que tout soit aux normes pour pouvoir accueillir des poids lourds. Parce que de toute façon, même si une partie de la route est interdite aux poids lourds, il faut qu'il puisse y avoir un accès, ne serait-ce que pour les bus de Max qui passent sur cette avenue, ne serait-ce qu'aussi pour la CEP, l'entreprise qui se situe au niveau du quartier du Frat, qui a un certain nombre de camions de livraison qui doivent passer pour livrer et puis également retirer les marchandises de l'entreprise en question. Donc tout ça, on l'a anticipé. Le risque, c'est que voilà, si on attend trop, alors avec les travaux en cours, certes, on a travaillé pour faire en sorte que ça ne s'impacte pas et que la nouvelle route soit pas impactée. Concernant les autres parcelles et les autres quartiers, il y a des degrés d'avancement différents et le risque, c'est qu'on attende très longtemps pour pouvoir réaliser ces travaux. Et je vous cache pas, là, vous le savez comme moi, l'avenue d'Anguillem, elle est déjà dans un état un peu compliqué. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait repousser. Je vois au moins il y a une parcelle, et c'est pas tout de suite qu'il va y avoir des constructions. Donc à mon avis, on en est encore parti pour 3, 4, 5 ans avec une avenue comme ça. Voilà. On a décidé d'avancer sur la question parce qu'on a jugé que voilà, cette route était quand même dans un état assez difficile. On a essayé de faire au mieux et de caler ça avec les travaux en cours et les travaux à venir sur les parcelles attenantes. Oui, Thomas, tu voulais peut-être dire un mot? Ouais, je vais juste rajouter une chose, c'est que l'avenue L'Anguillem ne peut pas supporter les travaux. Le dimensionnement de la chaussée, l'épaisseur de la structure de chaussée n'est pas suffisant pour porter le poids des travaux, de toute façon. Et ça veut dire quoi? Si on n'avait pas anticipé les travaux, d'une part, ils n'auraient pas eu les réseaux non plus, parce qu'il fallait renforcer les réseaux souterrains, tant électriques qu'en eau potable et eau usée. Et donc là, de toute façon, on dégradait la chaussée encore plus rapidement. Et avec les essais qu'on avait fait sur la structure, le trafic aurait cassé la chaussée. Donc là, il va y avoir une reprise totale de la structure sur certaines zones. Et ça a été prévu en ce sens. C'est pour ça aussi qu'il fallait organiser les travaux au plus vite pour qu'elles soient dimensionnées aux normes poids lourds. Voilà. D'autres questions? Non? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? 6 abstentions. Délibération suivante. Donc il s'agit de délégation de compétences du conseil municipal au maire. Donc il s'agit de 2 modifications. J'espère qu'il n'y en aura plus d'ici la fin du mandat. Donc il s'agit d'une part de m'autoriser à solliciter des subventions, puisque les règlements d'intervention de l'État ont changé et qu'autrefois une décision du maire était suffisante, par exemple pour solliciter une subvention des ETR, ce qui n'est plus le cas. D'ailleurs, on l'a délibéré en conseil municipal lors du dernier conseil municipal. Alors le délibéré en conseil municipal, en soi, ça ne pose pas de souci. C'est simplement que dans un souci de réactivité, parfois il est nécessaire de pouvoir aller vite pour pouvoir solliciter ces subventions. Donc voilà, c'est simplement pour que je puisse prendre ces décisions. Bon, en l'occurrence, c'est pour demander de l'argent. Donc c'est pas tant pour en dépenser en plus. Donc il y a cette modification-là, et puis il y a aussi une délibération en matière d'urbanisme qui m'autorise notamment à déposer des autorisations d'urbanisme. Je ne vous cache pas que
En vue de cela, il y avait l'autorisation qui m'était faite déjà au préalable dans le règlement, enfin en tout cas dans les délégations précédentes, sauf qu'elle impliquait parfois une présentation en amont du permis en conseil municipal. Je ne vous cache pas que là, on va potentiellement avoir une urgence. C'est la destruction du je vais y arriver, du clubhouse. Peut-être du pont marchand, mais en l'occurrence déjà du clubhouse. On ne sait pas trop encore quand c'est que ça va pouvoir tomber, mais si on veut pouvoir démarrer les travaux des Bourdaines et être assez réactif, il faut qu'on puisse, peut-être que cette décision interviendra dans l'été, donc c'est pour que je puisse la prendre sereinement sans attendre le conseil municipal de septembre. Voilà, c'est les deux modifications qui vous sont proposées, sinon pour le reste, ça reste exactement... Il y a autre chose? Non? La justice. Oui, intenter les actions en justice. Ah d'accord, également. Effectivement, il y a un point justice pour pouvoir transiger avec les tiers. Okay. Oui, c'était justement là que je voulais en venir. D'ailleurs, il y a deux petites choses. Donc peut-être que je me trompe, parce que là, je ne l'ai pas vérifié, je vous avoue. Mais le montant de la limite maximale pour transiger justement avec les tiers, elle n'est pas de 1 000 € par rapport à la commune? Vous avez mis ça à 1 000 €. Plus de 3 500 habitants, on peut monter à 5 000 €. C'est 5 000 maintenant? D'accord, ok. Et puis aussi l'homologation des transactions. Est-ce que c'est légal de vous le laisser? Est-ce que ce n'est pas seulement le conseil municipal qui est en droit de... Est-ce que vous n'êtes pas obligé de le soumettre au vote? Ah si, je pense qu'une transaction, ça doit être soumis au vote. Alors, sur une homologation, c'est-à-dire qu'en fait, vous décidez en effet de la transaction, mais c'est ensuite pour toute la procédure, pour tout ce qui suit, une fois que la décision a été prise, de façon à ce qu'on n'ait plus de frein, en fait. Oui. Ce serait bien peut-être de le préciser. Parce qu'on a l'impression que c'est tout... voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui. Si toute transaction. Oui, dans ça, on est d'accord là-dessus. Il ne s'agissait pas que je puisse réaliser des transactions sans que vous puissiez en être informé. On est bien d'accord là-dessus. Et puis, très sincèrement, j'en ai pas envie. Je préfère que ce soit le conseil municipal qui... C'est aussi pour vous protéger. Comment? C'est aussi pour vous protéger. Oui, mais c'est pour ça que je dis que je n'ai pas envie de faire des transactions sans l'aval du conseil municipal. Et pour rappel aussi, l'ensemble de ces décisions, si j'étais amené à prendre des décisions suite à cette modification, sont communiquées au conseil municipal dans le cadre des décisions qui sont explicitées en amont dans le dossier du conseil municipal. À chaque fois, vous avez des décisions. Les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal, vous les avez qui sont notées. Donc voilà, l'information reste par ailleurs transparente et tout ce que je peux signer est porté à votre attention et à l'attention du public. Voilà. Alors, après, j'ai juste une petite réflexion aussi. Même si vous avez toutes ces compétences, même si on vous accorde toutes ces compétences, on aimerait bien de continuer à avoir l'information. Ah oui, vous le faites de temps en temps. Mais là, par exemple, on a été surpris par rapport au PLUI. De juste avoir été informé, c'est un petit peu dommage. D'accord. En tout cas, on verra, je veillerai à vous tenir informé. Et puis, même au-delà de ça, en fait, c'est parce que bien souvent, ces petites délégations peuvent permettre, sur des cas précis et pratiques, de pouvoir avancer, qu'on a besoin d'une certaine réactivité pour pouvoir valider les choses. Pour autant, ce qui concerne des modifications, enfin en tout cas des choses importantes qui concerneraient par exemple le PLUI dans son entièreté, où bien évidemment je ne m'amuserai pas à faire ça dans mon coin sans vous en parler. Encore une fois, c'est pas ma manière de voir les choses, et les choses sont d'autant plus sécurisées effectivement quand elles sont aussi validées en conseil municipal. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 6 contre. Je vous remercie. L'ordre du jour du conseil municipal est épuisé. Pour votre information et à titre indicatif, le prochain conseil municipal aura lieu le 12 mai. Je vous le dis parce qu'on avait à chaque fois identifié, comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, les derniers lundis de chaque mois. Parce que là, on a une petite modification sur le prochain, donc il sera le 12 mai. Donc je vous le dis pour que vous puissiez le noter d'ores et déjà. Comment? Non, c'est pour ça que je vous le dis. Voilà, je vous le dis dès maintenant, effectivement. On avait évoqué les 10 derniers lundis de chaque mois, sauf que là, il y a une petite modification, c'est pour ça que je vous le dis en amont. Donc, il n'y aura pas le dernier lundi d'avril, par contre, il y aura le 12 mai. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.
Vous avez tous signé, c'est bon pour le budget? Vous l'avez tous vu passer? Les 3, hein. Parfait. Merci.